Protocole d'accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias et ministre des Affaires religieuses du Grand-Duché du Luxembourg. Je demande au protocole d'escorter son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias et ministre des Affaires religieuses du Grand-Duché de Luxembourg. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señora Presidente, muchas gracias. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, avant toute chose, je voulais souscrire à ce qu'a dit mon collègue Charles Michel juste auparavant au nom de l'Union européenne, car je fais partie d'une génération qui n'a jamais connu la guerre. Et on pensait que la guerre faisait partie juste des livres d'histoire. Et pourtant, mon continent connaît actuellement une situation de guerre sur sa terre. Et je pense que notre force est justement notre solidarité, notre union et surtout notre unité. Alors je suis fier que le Grand-Duché de Luxembourg et contribue avec ses partenaires à l'action résolue de l'Union européenne à vouloir promouvoir les valeurs communes, la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit ou encore les droits de l'homme. En tant qu'Européens, nous nous engageons avec conviction pour défendre en fait ces valeurs qui sont les principes ancrés dans la Charte des Nations Unies et pour renforcer le multilatéralisme, le fait de faire les choses ensemble avec les Nations Unies en son cœur. Alors, vous avez placé le débat général de la présidence sous le thème du tournant décisif et vous avez souligné justement la nécessité de trouver des solutions transformatrices face à des défis qui sont intriqués. Et je dois vous dire qu'on est actuellement dans un tournant décisif pour le monde entier et aussi pour les Nations Unies. Depuis bientôt 7 mois, la Fédération de Russie et qui est membre, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, un membre permanent du Conseil de sécurité, a lancé une guerre d'agression à grande échelle contre l'Ukraine, un pays voisin, souverain, avec aussi une implication du Biélorusse. Et cette guerre, elle est non provoquée, elle n'est pas justifiée, et a fait, chez beaucoup de citoyens, je ne sais pas comment c'est dans beaucoup d'autres pays sur le continent, européen en tout cas, qui a fait ressurgir la crainte d'une guerre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce plus jamais de redevenir quelque chose où on se pose des questions, est-ce que c'est possible? Et les récentes menaces aussi et les mesures annoncées par Moscou font qu'aggraver la situation. Et je dois vous dire qu'on les condamne fermement. Alors oui, nous avons un système ici avec le veto russe, avec un Conseil de sécurité bloqué et c'est dur. Et le secrétaire général a condamné la violation manifeste de la Charte des Nations Unies par la Russie. Le 16 mars, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, que la Cour internationale de justice a indiqué des mesures conservatoires exigeant de la Fédération de Russie qu'elle suspende immédiatement les opérations militaires. Et cette assemblée aussi s'est réunie de manière extraordinaire et a pris des motions, des résolutions, 3 résolutions dans ce contexte. Et on doit voir aussi qu'une grande majorité donc, de cette assemblée a condamné l'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et justement a exigé aussi un cessez-le-feu. Alors pour vous dire qu'à la demande du président Zelensky, le président ukrainien, j'ai participé moi-même en tant que Premier ministre à vouloir faire des efforts. J'ai eu des entretiens avec le président russe et comme il y a des représentants aussi de la Fédération de Russie dans cette salle, je dois vous dire que je ne regrette pas d'avoir essayé. Je suis déçu du résultat. Je suis déçu du résultat quand j'entends par exemple le président Erdogan dire que la semaine dernière qu'on aura peut-être la paix et que le même jour le président Poutine annonce l'organisation de référendums. Et je dois vous dire qu'un référendum, nous-mêmes, quand on en organise, on sait combien de temps on doit le faire. Et d'organiser un référendum en période de guerre, et si j'ai bien compris, d'aller sonner chez les gens et de leur demander de mettre un bulletin dans l'urne, ou je ne sais pas comment ce sera organisé, mais on ne peut pas organiser un référendum dans les circonstances qu'il existe aujourd'hui, où une population est poussée à l'extérieur et
En fait, je crains même, Madame la Présidente, que ce référendum soit pris une excuse pour justifier des actions supplémentaires, pour dire que c'est un territoire russe et que donc le Donbass, aujourd'hui, doit être protégé de la part de la Russie et donc de justifier l'utilisation encore plus brutale des moyens qu'il y a aujourd'hui. Et je le regrette. Et les discussions que j'ai eues avec le président Poutine sont des discussions que j'ai appréciées, l'échange, la franchise. Mais je dois vous dire que aujourd'hui, je remarque que commencer une guerre, c'est quelque chose de facile. Mais qu'en fait, la grandeur d'un homme politique, c'est plutôt de savoir la terminer et de vouloir s'en sortir. Et je ne sais pas comment le président Poutine va expliquer. Aujourd'hui, il y a eu aussi une mobilisation, là, ces derniers jours, où des jeunes sont demandés de se rallier aux troupes russes. Comment il va expliquer à des mères qu'elles vont perdre leur fils, à des femmes qu'elles vont perdre leur époux, à des enfants qu'ils ont perdu leur père pour une guerre qui n'a aucun sens. Aucun sens. Et en tant que politique, ça fait 9 ans maintenant que je suis Premier ministre dans mon pays, j'ai toujours essayé de trouver des réponses aux questions que je me pose. Et c'est la première fois, cher représentant de la Fédération de Russie, que je n'arrive pas à trouver de réponse. Je n'arrive pas à comprendre. Et donc ici, encore une fois, un appel à votre président pour qu'un cessez-le-feu et la diplomatie soit ce qui doit arriver. Alors j'ai fait les appels, mais après Boutcha, je ne pouvais plus. Je vous le dis franchement. Je n'ai pas compris, et surtout de vouloir décorer après des militaires qui ont commis des crimes et quelque chose qui était intolérable n'est pas assez fort, qui était pour moi quelque chose d'inacceptable. Alors la guerre continue, elle a fait plus déjà de 14 000 victimes. Parmi la population civile en Ukraine, il y a plus de 1000 enfants. Et quand on voit qu'il y a des charniers qu'on retrouve, avec des gens qui ont été abattus, c'est ce que j'ai vu aussi à Boutcha, des exécutions sommaires. Chaque jour qui continue est un jour de trop. Et je dois vous dire qu'aussi que l'agression russe fait peser aussi des menaces sur les installations nucléaires ukrainiennes, et que dans beaucoup de pays, on a peur. Un risque inacceptable pour l'Ukraine, mais aussi pour les autres pays européens. Et comme je vous l'ai dit, je me suis rendu en Ukraine il y a plus ou moins 3 mois, et j'ai visité les villes de Borodianka, Boutcha, Irpin, où j'ai rencontré, permettez-moi de parler d'une expérience personnelle, une femme qui avait tout perdu, tout. Mais elle gardait l'espoir, elle gardait la volonté de croire en la paix. Et elle était là avec son petit-fils, qui était devenu sourd à cause des bombardements qui avaient lieu à côté de lui. Alors je suis désolé, cher représentant de la Fédération de Russie, on ne peut pas condamner un pays, on ne peut pas condamner une génération, on ne peut pas tuer des innocents. Je ne trouve pas de mots. Et quand j'ai vu le choc des atrocités qui ont été faites par les forces militaires russes, je ne peux m'incliner devant la mémoire des enfants, des innocents, qui payent de leur vie et des vies brisées par la guerre. Je le dis ici, Madame la Présidente, et je l'ai dit aussi à Kiev, l'Ukraine peut continuer à compter sur nous pour l'aider à défendre son indépendance, sa souveraineté, son intégrité territoriale à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Et le droit à la légitime défense ou l'article 51 de la Charte. Et il est de notre responsabilité d'aider l'Ukraine. On ne peut pas accepter qu'un voisin plus grand... Moi-même, je dois vous l'avouer, Madame la Présidente, je ne fais pas partie des pays les plus grands par sa taille ou par son armée. Mais je ne peux pas m'imaginer vivre dans un pays où je dois me tracasser de la part d'actions de mes voisins. Et je pense que le plus grand projet de paix qu'ait connu mon continent, c'est l'Union européenne. Et si depuis 1957 je vis en paix, c'est justement parce qu'on essaie de construire des choses ensemble. Et c'est vrai que je suis entre la France et l'Allemagne, et qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'était des ennemis. Et aujourd'hui, nous sommes partenaires, et nous construisons quelque chose ensemble. Alors nous avons, à l'époque aussi, aujourd'hui je ne serai pas devant vous, je ne vivrai pas dans une démocratie si des pays qui n'étaient pas mes voisins, mais d'autres pays ne m'avaient pas aidé.
Et nous avons aussi, en tant que Luxembourg, ouvert nos portes aux personnes fuyant la guerre. Ces gens ne veulent pas une meilleure vie, ils veulent tout simplement pouvoir vivre. Et nous avons accueilli plus de 1000 élèves d'Ukraine dans nos écoles. Et je dois vous dire que ce soit à Kiev ou que ce soit aussi chez nous, le courage de ces mères, de ces familles, de ces enfants, de ces hommes en Ukraine qui aussi commencent même à reconstruire leur pays, à faire revivre leur ville libérée après la barbarie qui s'est déroulée. Et on doit honorer ce courage et sans relâche aussi les enquêtes menées par les acteurs nationaux et internationaux, et je pense par exemple à la CPI, afin que les responsables des crimes de guerre et des autres crimes commis en Ukraine soient identifiés, poursuivis et punis. Il ne saurait y avoir d'impunité ni pour les crimes de guerre, ni pour les crimes contre l'humanité, ni pour le crime de génocide, ni pour le crime d'agression. Et permettez-moi donc de saisir cette occasion pour saluer aussi le courage en Russie, parce que le président Poutine a demandé quand même maintenant une mobilisation, et vous voyez des Russes qui partent, des jeunes Russes qui quittent leur pays. On voit aussi des... Et la réponse ne peut pas être, on ne peut pas parler, et Charles l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas dire que aujourd'hui, parler de guerre déjà vaut condamnation. Je pense qu'il n'est pas trop... Si, il est déjà trop tard. Car ce qui s'est passé est impardonnable. Mais cessez le feu. Arrêtez de tuer des innocents. Et quelque chose, cher représentant de la Fédération de Russie, qui me tient à cœur moi-même. Et pourquoi je suis si sensible à ce sujet ? Je vous le dis, j'ai une grand-mère qui était russe, j'ai un grand-père qui était polonais, j'ai un grand-père luxembourgeois et une grand-mère française, et ma grand-mère était orthodoxe, mon grand-père était juif, l'autre athéiste et l'autre catholique. Et même sur mon territoire, ayant eu du sang juif, étant libéral, étant marié à un homme, aujourd'hui je serais condamné à mort dans mon propre pays. Acceptons les différences, acceptons la richesse de la diversité, et essayons de vivre en paix. Ne recommettons pas les mêmes erreurs. Et ici, je lance un appel au président Poutine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, commencer une guerre n'est pas le plus difficile, mais savoir en sortir. Mais c'est là qu'on reconnaît la grandeur. Et surtout que cette guerre a commencé à un moment où la plupart d'entre nous, on s'est dit « ouf ». On sortait du Covid. On pensait qu'on allait pouvoir s'en sortir, et on a eu maintenant l'insécurité alimentaire aussi, et tout particulièrement les pays, les populations en situation de fragilité en Afrique et aussi au Moyen-Orient. Et je le répète aux collègues africains, car je sais que le narratif de dire que c'est les sanctions européennes qui posent problème à la crise alimentaire est faux. C'est la guerre, l'agression en Ukraine qui est la responsabilité des problèmes qu'on connaît. Et je dois remercier aussi le président Erdogan qui s'est mis autour de la table pour essayer de trouver un moyen de sortir aussi la mer Noire aux exportations ukrainiennes de céréales. Et cet accord est vital pour des millions de personnes. Et nous voyons aujourd'hui aussi une hausse des prix de l'énergie et des répercussions aussi qui sont très dures pour de nombreux Européens. Alors c'est facile de dire qu'il faudrait abandonner les sanctions. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on abandonne la guerre. Pas nous, mais vous, nos collègues russes. Je tiens aussi à saluer l'initiative du secrétaire général de réunir un groupe de réponse à la crise mondiale de l'alimentation, de l'énergie aussi, et du financement pour identifier des solutions à court et à moyen terme. Et je remercie Antonio Guterres et ses équipes pour leurs efforts vraiment énormes, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant l'accord avec la Turquie. Et nous devons soutenir aussi le programme alimentaire mondial de la FAO et de la FIDA pour renforcer la résilience alimentaire. Et on voit aujourd'hui que la région du Sahel, qui souffre d'une insécurité alimentaire amplifiée par le changement climatique, justement, et aussi les effets de la guerre. Et j'étais il n'y a pas longtemps aussi au Niger, et je tiens aussi à remercier le leadership du président Bazoum, qui est un pays partenaire de la coopération, et nous voulons justement nous engager pour plus de stabilité dans la région. Je dois vous dire que je me rappelle quand j'étais avec M. Roche, quand j'étais avec Ibeka,
Aujourd'hui, les leaders ont changé. Je pense que l'instabilité en Afrique est un facteur qui est dramatique à côté d'autres crises qui existent. Moi, je suis fier d'être Premier ministre aussi, Madame la Présidente, d'un pays où 1% de son revenu national brut est réservé à l'aide publique au développement. Et la plupart d'entre vous, vous vous en doutez, qu'à chaque fois qu'on parle d'aide publique pour le développement, que vous avez l'un ou l'autre pays qui vous dira, l'un ou l'autre citoyen qui vous dira « mais pourquoi est-ce que vous aidez les autres? Il y a toujours des problèmes chez vous aussi. » Mais je suis fier d'avoir 1% pour aider d'autres personnes quand on voit que certains problèmes que nous avons chez nous sont des problèmes qui sont minimes par rapport à d'autres. Et nous voulons aussi contribuer à justement réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Et afin d'atteindre justement ces objectifs, le partenariat avec l'Afrique est crucial et nous entendons aussi le renforcer au niveau continental entre l'Union européenne et l'Union africaine, et ceci aussi au niveau bilatéral. Et cela va au-delà de la coopération traditionnelle axée sur les secteurs sociaux, tels que la santé ou que l'éducation. Il s'étend à la coopération en matière d'énergie renouvelable et de lutte contre les changements climatiques, comme nous le faisons aussi avec nos partenaires du Cap-Vert, et à la coopération aussi dans les domaines de la technologie et de l'information. Et récemment, j'étais à Kigali, au Rwanda aussi, où nous continuons aussi à le faire. Et si on veut être des partenaires crédibles, on ne doit surtout pas faire des réunions où on s'engage. Parce que ça, on a tendance tous à le faire. Mais aussi à respecter nos engagements. Ça ne sert à rien de se rencontrer pour se promettre, mais après de ne pas le faire. Donc, pour ma part, par exemple, au niveau du financement climatique, mon pays a décidé d'appliquer le principe de l'additionnalité, donc notre financement s'ajoute aussi à notre APD. Et lors de la COP26 à Glasgow, j'ai annoncé que le Grand-Duché de Luxembourg allait augmenter son financement climatique pour porter à 220 millions d'euros sur la période 21-25. Et la moitié de ce financement va à l'adaptation au changement climatique, justement dans les pays les plus vulnérables. Et nous comptons aussi investir une part croissante dans des instruments innovants afin de mobiliser des financements privés. Et nous sommes chefs de file européens en matière de finances durables et nous jouons justement un rôle majeur dans la mobilisation de capitaux privés justement requis pour financer les transitions vers la neutralité carbone et justement avec la BEI aussi dans le domaine de la finance durable. Face à l'urgence climatique, de temps en temps, je vais vous dire aussi, parce qu'on est un peu frileux en tant que politique, on se dit est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. J'ai un grand nombre d'orateurs aujourd'hui qui se posent, nous on se demande si ça va augmenter de 2 ou 3 degrés, quelles seront les conséquences. Il y a certains pays qui demandent combien de temps ils vont exister encore. Ils risquent pas d'être rayés de la carte du monde à cause de l'augmentation des températures. En sommes-nous aussi conscients? Et donc au Luxembourg, j'ai lancé quelque chose qui s'appelle le Conseil des citoyens, où on a demandé à 100 citoyens de se retrouver ensemble et de faire des propositions. Et on réalise en fait que les propositions de nos citoyens sont souvent plus courageuses que ce que nous, en tant que politiques, on pense. Donc une expérience assez intéressante et on doit être à leur écoute. Et on va se retrouver à Sharm el-Sheikh pour un grand nombre d'entre nous et nous devons nous mobiliser pour garder le cap justement de l'objectif de 1,5 degré Celsius auquel nous avons souscrit à Paris. C'est seulement ainsi qu'en faisant des efforts communs qu'on arrivera à réduire l'impact du changement climatique. Et permettez-moi de penser aussi à nos amis du Pakistan, avec ce qui s'y passe. Et ça a un impact aussi sur les droits humains, et en particulier sur les droits des enfants. Et cela fait partie donc des priorités du Grand-Duché de Luxembourg au Conseil des droits de l'homme. Nous nous engageons aussi au Conseil pour promouvoir l'égalité des genres, lutter contre les discriminations, renforcer l'état de droit, l'espace civique, contre l'impunité. Et permettez-moi juste d'avoir aussi une pensée pour Mahsa Amini en Iran. Ce qui s'est passé, la police de la moralité, qui a décidé de l'avenir d'une femme. Est-ce qu'il est normal encore, Madame la Présidente, et je l'ai dit l'année dernière quand j'étais ici devant vous, que selon mon lieu de naissance, mes droits ne sont pas les mêmes? Que selon mon lieu de naissance, si je suis membre d'une certaine religion, je n'ai pas de droit. Si je suis d'opinion politique différente, je n'ai pas de droit. Si je suis d'une orientation sexuelle différente, je n'ai pas de droit. Dans même certains pays, je suis condamné à mort. Et si je suis une femme, j'ai moins de droits qu'un homme.
C'est une réalité aujourd'hui, en 2022. Donc il est très important pour nous de continuer à vraiment avoir ces commissions internationales indépendantes chargées d'enquêter sur les violations des droits humains, et ça, malheureusement, avec un boulot qui est de plus en plus grand au niveau international. Et nous avons à cœur, Madame la Présidente, de nous montrer aussi à la hauteur de la responsabilité quand on nous a élus au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 22-24. C'est la première fois que nous avons l'honneur de siéger aussi dans ce Conseil, et c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de vous remercier très chaleureusement, en mon nom personnel, aussi au nom du gouvernement et de mon pays, de nous avoir fait confiance. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, Monsieur le Président a insisté sur le fait de dire que nous sommes à un tournant décisif et que nous devons répondre tous aux différents défis que nous avons, que ce soit la guerre, le dérèglement climatique. Et nous devons trouver des réponses communes, nous devons agir aussi ensemble. À ceux qui disent que l'ONU est impuissante, je réponds que l'ONU est ce que nous en faisons. Tout dépend de l'ambition qu'on a et de aussi ce qu'on arrive à en faire. À nous de nous mobiliser pour trouver des solutions, pour forger des alliances et des compromis qui permettent de renforcer la coopération multilatérale. Et ce printemps, par exemple, le Luxembourg a eu l'honneur de faciliter avec le Bangladesh les négociations qui ont abouti à l'adoption par consensus de la première déclaration sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous avons aussi participé aux efforts qui ont permis l'adoption par consensus de l'initiative sur le Liechtenstein sur le veto. Elle établit un mandat permanent pour cette Assemblée tienne un débat en cas de recours au veto au Conseil de sécurité. Oui, nous avons un système, il est tel qu'il est. Mais essayons d'en faire le meilleur, et nous avons aussi besoin de réforme du Conseil de sécurité. L'ONU ne peut pas être un chien qui aboie mais ne mord pas, un chien sans dents. Il est important qu'on arrive à avoir une ONU qui fonctionne, où on arrive à expliquer que cette instance qui est, et rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est après la Deuxième Guerre. On a voulu, après la guerre, se mettre autour d'une table pour trouver des solutions, pour travailler ensemble. Et aujourd'hui, l'ONU ne doit pas être l'endroit où, à travers un veto, j'arrive à bloquer la volonté de construire quelque chose ensemble. Donc nous saluons les travaux qui ont été lancés pour donner suite aussi aux propositions formulées par le secrétaire général. Et il y a quelques jours aussi, s'est tenu le sommet sur la transformation de l'éducation. La décision a été prise de créer un bureau de jeunesse. Et il est très important aussi d'impliquer les jeunes, car les erreurs qu'on fait aujourd'hui, c'est à eux de les payer demain. Il faut avoir le courage de savoir que la politique, c'est pour certains les échéances prochaines, mais c'est surtout l'héritage que l'on laissera aux générations futures. Alors, Monsieur le Président, Madame la Présidente, je peux vous assurer que le Luxembourg continuera à se mettre au service des Nations Unies pour porter haut nos valeurs communes, les valeurs de l'humanité. C'est pour cela que le Grand-Duché de Luxembourg est aussi candidat au Conseil de sécurité pour le mandat 31-32. C'est pour cela que nous continuons à nous engager pour la paix et la sécurité en Ukraine, au Mali, au Proche-Orient. C'est pour ça que nous nous engageons pour les droits de tous les êtres humains et que nous soutenons l'action humanitaire pour les populations du Sahel, de la Syrie, de l'action humanitaire. Et c'est pour cela que nous répondons toujours présents quand il s'agit de défendre la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, je vous remercie de l'attention et j'espère que l'année prochaine, quand on se retrouvera ici, les atrocités qui se passeront en Ukraine feront partie de l'histoire. Merci. Au nom de l'Assemblée, je voudrais remercier le ministre d'État, ministre des Communications, des Médias et ministre des Affaires religieuses du Grand-Duché de Luxembourg pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.